bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Je suis Aurélia, je m'occupe de l'événementiel chez Welcome to Jungle. Petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le média sur le travail, donc on exploite le sens au travail à travers différents médias, donc des contenus papier, web, un site internet pour découvrir des boîtes et des événements comme celui de ce soir. Ça s'appelle le Shaker et l'idée c'est de parler d'un point de vue RH tous les 2 mois, de vous donner des clés, on espère, sur certains sujets. Donc ce soir, on a décidé de parler du recrutement à l'international, qui est souvent un moment crucial dans l'expansion d'une boîte. Et pour parler de ça, on a avec nous Élise Marchand, qui est France Talent Acquisition Manager chez Doctolib. Elle a intégré les équipes de recrutement de Docto il y a 3 ans et demi. Elle vous détaillera d'ailleurs les différents postes qu'elle a occupés et son périmètre actuel. Et Élise, avant d'être dans cette boîte, a fait ses armes en cabinet de recrutement et chez AXA. Et Bastien Dupuis, qui est Talent Acquisition Team Lead chez La Fourchette. Bastien est arrivé en tant que recruteur il y a 3 ans. Pareil, il vous détaillera un peu plus ce qu'il a fait. Et avant cette expérience, il a travaillé en cabinet de recrutement et chez Groupon. Pour vous donner un peu le contexte de notre sujet, donc du recrutement à l'international, Doctolib, vous avez aujourd'hui des bureaux en France et en Allemagne. Chez La Fourchette, vous êtes présent dans 18 pays, si je ne me trompe pas dans tous physiquement, et que vous avez acquis pour certains grâce à des rachats d'entreprises locales. Ce qui nous intéresse pour la conférence d'aujourd'hui, c'est comment on arrive à recruter un peu à partir de zéro, sans équipe préalable sur place. Et donc, on va se concentrer sur 3 marchés principaux, que sont donc l'Allemagne, que connaît Doctolib, l'Italie et l'Espagne, où La Fourchette a beaucoup recruté. Et bien sûr, pas mal de nos observations et conseils sont valables pour d'autres pays d'un point de vue organisationnel comme culturel. Et n'hésitez pas dans la deuxième partie à poser vos questions et à partager des retours d'expérience sur certains pays en particulier si vous en avez. Peut-être pour commencer, Élise, à l'époque de l'ouverture de vos premiers bureaux à l'international, donc en Allemagne, je répète, quel était un peu le contexte et les moyens de l'entreprise dans ce déploiement? Combien vous étiez? Alors, vous m'entendez ou pas? Oui. Donc, à l'époque où on ouvre l'Allemagne, on est entre 2 levées. On est entre la levée en série B et la levée en série C. On est environ 200 salariés. Et un truc qui est important à souligner, c'est qu'au moment où on lève en série B, Doctolib recrute des recruteurs pour arriver à muscler son équipe talent, avec notamment une personne qui, à l'époque, gérait le recrutement France et qui avait bossé chez LinkedIn avec un périmètre de recrutement IMIA. Donc, en fait, il y a eu, dans la construction de l'équipe de recrutement, une anticipation de l'évolution et du développement international de la boîte qui s'est notamment traduit en allant chercher des personnes qui seraient capables d'aller recruter à l'inter depuis la France et qui seraient capables d'aller définir des process de recrutement pour aider à créer les équipes là-bas. Voilà. Très clair. Bastien, vous, comment ça s'est passé, notamment pour ces pays dont on parlait, donc l'Italie et l'Espagne? Ouais. Alors, en fait, nous, on a été lancé en 2007 et très rapidement, donc le premier marché, c'était la France. Et on a décidé d'ouvrir l'Espagne. Alors pourquoi l'Espagne? En fait, tout simplement parce qu'en termes de culture, pour sortir le soir ou le midi au sein même des restaurants, il y a beaucoup de similarités avec le marché français. Donc très vite, en fait, on a ouvert le marché espagnol. En gros, on a été ouvert en France en 2007 et quelques mois plus tard, on a décidé d'ouvrir l'Espagne. Ensuite, on a décidé d'ouvrir la Suisse et très rapidement, on a décidé du coup d'ouvrir de nouveaux pays. Mais globalement, je dirais qu'on a développé la majorité de nos pays, globalement, je dirais 4 à 5 ans plus tard après la création de l'entreprise, surtout grâce à un rachat qui a été fait par notre maison mère, qui est aujourd'hui TripAdvisor. Et combien vous étiez à l'époque du premier lancement? Je ne sais pas si tu as les chiffres en tête. Alors on était à Paris, on était quelques dizaines de personnes, on devait être, je crois, une vingtaine de personnes en tout et pour tout. Ouais. Et après, l'Espagne a très très vite grandi. Ouais. Et comment justement vous avez structuré un peu les équipes pour faire face à tous ces nouveaux recrutements à l'international et peut-être délimiter un peu les périmètres entre ceux qui recrutent en France, ceux qui recrutent à l'inter? Ouais, alors c'est une bonne question, c'est une problématique qu'on a encore aujourd'hui, même si on a beau avoir des structures je dirais, très processées. Au final, au début, tout était centralisé depuis Paris. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens financiers, de moyens humains pour avoir une présence locale, en tout cas sur la partie RH, sur la partie recrutement. Du coup, en fait, au début, je dirais au fur et à mesure du temps,
On a tout géré depuis Paris. Et c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, finalement. Un peu moins, parce qu'on a une présence maintenant locale en Espagne. On a 3 recruteurs qui vont principalement gérer l'ensemble des métiers sur place et qui vont aussi, non pas seulement gérer que l'Espagne, mais d'autres pays également. Donc là, aujourd'hui, vous avez 3 recruteurs sur place en Espagne, sur une équipe en Espagne qui est de combien de personnes? Alors, en Espagne, aujourd'hui, en gros, ils sont quasiment 300. Ouais. Okay. Alors, comment on est composé? Parce que j'en ai pas parlé. Comment on est composé sur l'équipe recrutement chez La Fourchette? Alors, déjà, La Fourchette, c'est 18 pays dans le monde, aussi bien en Europe, en Amérique latine et en Australie. Et on va avoir une équipe de recrutement. Donc, moi, je suis manager de l'équipe recrutement et on a 3 recruteurs en Espagne qui sont basés à Barcelone, 2 Français et une Espagnole. Ensuite, on a un recruteur qui est basé à Buenos Aires. Et on a un recruteur qui est basé à Sydney également. Et à Paris, on est. Du coup, moi, je garde une partie opérationnelle sur la partie recrutement quand même. Et on a Ophélie, qui doit être dans le coin, je crois d'ailleurs, et qui va nous rejoindre fin juillet. Voilà. Okay. Élise, toi, pour le cas de l'Allemagne, tu as été dépêchée sur place. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est préparé un peu et peut-être comment vous avez travaillé sur les premiers recrutements? Alors, sur les premiers recrutements, on a commencé les process à distance avec un déplacement en fait, qui était mensuel, voire bimensuel, de l'ancienne responsable recrutement de l'époque en Allemagne pour aller rencontrer les candidats sur place et aider à coordonner la suite du process de recrutement avec les opérationnels. Donc ça a été dans un premier temps. Ensuite, on a créer une équipe en local. Ça a été très important de faire ça parce qu'en fait, la France et l'Allemagne ne sont pas les mêmes marchés, on ne les connaît pas, les boîtes peuvent être les mêmes mais pas que, les données salaires ne sont pas les mêmes. Donc en fait, on a eu à cœur et rapidement de monter une équipe talent en Allemagne qui ait cette connaissance marché-là et puis qui aussi ait cette connaissance culturelle et cette capacité de réassurance, notamment à travers la langue. Ça peut peut-être paraître bête à dire comme ça, mais en fait, c'est assez important, et notamment quand on travaille avec les Allemands, où nous, ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais on a un côté un peu latin, quoi. On peut assez vite s'enthousiasmer sur le projet d'une boîte, même si on n'en connaît pas forcément le nom. Si on voit qu'il y a des investisseurs derrière qui backent et qui sont solides, on aura tendance à y aller, tandis que les Allemands, terre d'industrie plus lourde, grosses boîtes pharmaceutiques, grosses boîtes automobiles. Nous, en arrivant, petite start-up, même si on avait levé de beaux investisseurs derrière nous, on n'avait pas de marque. Donc, on a décidé de tacler cet enjeu de vide de marque employeur à la base, en essayant de créer de la confiance avec des recruteurs locaux qui avaient la connaissance du marché et la connaissance de la culture. Moi, j'ai été envoyée en Allemagne à l'époque, il y avait une petite vingtaine de personnes dans l'équipe, et l'objectif de ma mobilité là-bas, déjà en fait c'était moi de me faire kiffer parce que j'avais envie de progresser et qu'on m'a donné cette opportunité-là, et aussi parce qu'en fait quand on crée une équipe de recrutement, ce qui passe à travers le recrutement, c'est notamment la culture d'une boîte, et il y a eu une espèce de transmission à travers Caro et moi à l'époque dans l'équipe allemande, des process, du mindset de la boîte, de la culture, du type de profil qu'on avait envie de voir arriver chez nous. Et juste pour revenir un tout petit peu en avant, donc tu dis quand toi tu es parti là-bas, il y avait déjà 20 personnes sur place. Qui s'est un peu occupé de recruter ces premiers talents, et comment était peut-être structurée votre équipe en France? Pourquoi c'est toi qui es parti? Comment vous répartissiez un peu toutes les tâches d'un point de vue recrutement? Parce qu'en France, vous aviez aussi des objectifs qui étaient hyper denses. Ouais. Donc, au début, excuse-moi si tout à l'heure j'ai pas été claire, mais au début, en fait, on avait donc la Talent Acquisition Manager qui avait géré un scope IMIA chez LinkedIn, qui a
amorcé en fait les premiers recrutements là-bas et qui se déplaçaient 2 fois par mois pour faire passer les entretiens et coordonner ensuite les process de recrutement avec les managers opérationnels sur place. Donc en fait on a amorcé la pompe avec ces premiers recrutements. Moi pourquoi j'y suis allée, c'est parce que il y avait des enjeux de recrutement sales et ops très forts et que dans les premiers temps où je suis arrivée chez Doctolib, quand on venait de lever en série B, il y avait 2 focus de recrutement. C'était les sales pour aller développer donc, notre service auprès des professionnels de santé et des établissements de santé, et bien évidemment la structuration en parallèle des ops pour assurer la rétention et la satisfaction de ces mêmes partenaires. Donc, avec la connaissance métier et des profils, ça se justifiait pour moi que j'aille en Allemagne pour recruter des profils identiques. Et sur la coloration un peu plus internationale de mon profil, comme moi j'avais bossé au siège d'AXA pendant à peu près 2 ans avant et que j'avais eu un périmètre qui était global, en étant plus à l'aise en anglais, en ayant déjà bossé avec des Allemands, on a trouvé ça plutôt logique que ce soit moi qui aille là-bas. Okay. Ce qui m'intéresse et ce qui, j'espère, vous intéressera aussi, c'est qui tu impliques dans ces process. Donc, toi, en tant que RH recruteur, qui tu impliques selon les types de postes, notamment pour des postes à responsabilité, et comment tu partages un peu tout ça avec ton équipe en France ou à l'étranger. Alors, en fait, c'est je dirais, hyper important d'impliquer très tôt dans les process, quand on recrute à l'étranger, finalement les personnes très stratégiques de l'entreprise, pour différentes raisons. Déjà parce que c'est toujours gratifiant d'un point de vue candidat, je dirais, d'être approché par soit le fondateur de l'entreprise en France, un country manager. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment, je dirais à la base, quand même d'impliquer très rapidement dans le process les personnes stratégiques. Ça peut être aussi des membres du comité de direction, enfin peu importe. Et après, une fois qu'on a commencé à recruter sur place 1, 2, 3 personnes, je dirais qu'il ne faut pas se limiter à impliquer uniquement les personnes stratégiques, également impliquer les opérationnels, parce que eux, avant d'intégrer notre entreprise, ils ont été candidats finalement, donc ils ont plutôt, je dirais, une bonne connaissance de l'expérience candidat. Ils vont avoir également une connaissance marché, ils vont avoir également une connaissance des job boards locaux. Finalement, c'est une connaissance qu'on n'a pas forcément, nous, je dirais, de l'étranger, enfin en tout cas au début. Donc, je dirais, ma recommandation, c'est vraiment d'impliquer le plus souvent les opérationnels directement, localement, dans le pays finalement. Tu me disais aussi sur les opérationnels, il y a un bon équilibre à trouver aussi pour, entre guillemets, être un peu libre de tes faits et gestes par la suite et de ne pas impliquer en fait trop de monde dans la boucle, parce que ça peut aussi se freiner, je pense, sur le développement. En fait, c'est vrai que c'est un peu le risque. En effet, il faut impliquer les opérationnels. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre pour ne pas non plus trop les impliquer, pour ne pas, je dirais, en fait, tu leur donnes ça, ils prennent ça finalement. Et en fait, moi, de mon expérience, je me suis aperçu que quand on recrute une première personne dans un pays, cette première personne ensuite, pour les seconds recrutements, elle va vouloir recruter ses 2-3 potes pour rejoindre l'entreprise. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Du coup, nous, en fait, en tant que recruteurs, on doit avoir cette stature transparente déjà avec les opérationnels et faire preuve de bienveillance, bien sûr. Mais voilà, je dirais mettre les points sur les i dès le départ pour dire OK, on peut considérer en effet l'ami d'un ami d'un ami pour rejoindre la boîte, mais attention, voilà, faut quand même considérer pas mal de personnes parce qu'en fait, le risque dans tout ça, c'est que à trop impliquer les opérationnels, les recruteurs perdent le rythme, en tout cas l'équilibre dans tout ça. Et comment tu fais pour les impliquer ? C'est-à-dire que comment tu fais pour eux qui t'apportent de la connaissance, quelles infos tu leur partages, de quelle manière en fait ils peuvent être utiles ? Alors, Élise en parlait, elle a passé du temps sur place en Allemagne, pour le kiff. Moi, j'ai passé pas mal de temps aussi dans les pays. Le plus gros pays dans lequel j'ai passé pas mal de temps, c'est l'Italie, en l'occurrence. L'idée, en fait, c'est d'engranger de l'information sur place, parce que c'est pas en étant depuis Paris qu'on va commencer à se forger, je dirais, notre propre expérience. Non, il faut vraiment passer du temps sur place.
j'ai pas forcément de conseils en termes de jours, ça va dépendre des volumes de recrutement, tout simplement. Ça va dépendre aussi de la maturité de l'entreprise sur place. Mais vraiment passer du temps à la fois pour rencontrer des candidats. Nous, en Italie, au début, on organisait pas mal de sessions d'entretien collectif. Ça nous permettait de rencontrer une dizaine ou une quinzaine de candidats à la fois. Et surtout passer du temps en fait, avec les opérationnels, parce qu'eux vont avoir une vision marché, donc, notamment sur les packages proposés de tel ou tel concurrent. C'est encore plus important parce que finalement, les concurrents qu'on peut avoir en Italie ne sont pas les mêmes qu'on peut avoir en France, ou je pourrais citer d'autres pays. Donc vraiment, je dirais maximiser un peu la présence locale avec les OP et même avec les candidats. Élise, sur le cas un peu particulier du country manager, parce que c'est souvent la première personne qui est recrutée à l'international, vous, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des recos là-dessus sur le type de personne, entre guillemets, que tu vises pour ce poste? Alors, pour être tout à fait transparente et humble sur le sujet, moi, je n'ai pas été impliquée sur le recrutement du country manager à l'époque. Je sais en revanche qu'on a fait appel à un cabinet de chasse qui était spécialisé dans le recrutement de profils exec en Allemagne, avec une expertise dans le recrutement tech, enfin dans le secteur de la tech. Donc nous, on a sollicité l'appui d'un cabinet de chasse pour ça, pour aller recruter donc, notre MD de l'époque. Bastien, je crois que tu disais, et vous étiez assez d'accord là-dessus, que c'était compliqué de ne pas avoir un natif sur place quand tu recrutes ton country manager. Oui, en effet. En fait, l'idée, quand tu te développes à l'étranger, c'est vraiment de recruter un country manager, enfin peu importe le nom d'ailleurs, ça peut être un country manager, un MD, peu importe, de recruter un natif, parce que il va vraiment avoir une connaissance locale du marché. Alors, j'irais délocaliser un Français vers un autre pays, ça peut marcher, mais les risques vont être assez forts finalement, parce que même si cette personne depuis Paris va avoir une expertise métier, il n'aura pas forcément l'expertise locale, l'expertise marché en l'occurrence. Aujourd'hui, nous on a des pays comme la Belgique, comme la Suisse notamment. C'est des pays qui plus est sont très régionalisés. On va avoir différentes communautés au sein même du pays. Et même prendre par exemple en Suisse un Suisse francophone, cette même personne finalement va avoir du mal à développer le canton germanique ou les cantons italiens par exemple. Donc il faut vraiment faire attention à passer du temps pour recruter un natif. En tout cas moi c'est mon conseil et c'est ce qui marche plutôt bien chez La Fourchette. En gros sur les 18 pays dans lesquels on est présent, on a à chaque fois un natif qui est présent sur place. Sur le gros morceau différences culturelles, Élise a déjà commencé à en parler. Mais vous, et peut-être qu'on peut scinder en deux, enfin, c'est un peu grossier, mais globalement, il y a un peu les latins et il y a un peu les germains, en tout cas, sur certaines approches du recrutement. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Élise, tu disais tout à l'heure que les Allemands, il y avait plus une aversion au risque. Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement comment tu as observé ça et peut-être comment vous avez fait du coup pour pallier un peu à cette différence culturelle? Alors, c'est marrant, en fait, ça s'est traduit parfois dans des détails. Genre, les personnes ne voulaient pas me donner leur numéro de téléphone. Ça passait par des Skype. Genre, question de propriété des données, je sais pas, ne vous inquiétez pas, je ne vends rien après. Mais en fait, entre la France et l'Allemagne, on n'a pas développé le même script quand on pitchait. On approchait les candidats et on expliquait le service de Doctolib aux candidats de façon extrêmement factuelle. On faisait peu de storytelling autour de la boîte et autour des fondateurs. On en faisait un peu, mais moins qu'on ne le fait en France. Et on a essayé en fait plus de se concentrer sur des données réassurantes de croissance, avec des renseignements donnés également sur les investisseurs qui nous suivaient et sur la vision qu'on avait pour l'Allemagne, et d'ancrer en fait véritablement notre pitch vers le développement de l'Allemagne et la naissance en fait d'une start-up franco-allemande avec pour objectif d'aider à accélérer la transfo numérique de ce secteur entre nos deux pays. Donc on a essayé d'être plus factuel et moins dans le storytelling sur votre pitch aussi.
un conseil que je vous donnerais, c'est de parler avec des sales, parce qu'en fait, il y a des personnes avec lesquelles vous échangerez qui sont potentiellement en discussion avec des concurrents, et vous devez être à même d'avoir ces données business-là pour dire en quoi en fait votre service est potentiellement meilleur que l'autre, en quoi est-ce qu'il est plus compliant, et sur des sujets touchy par exemple qui peuvent toucher à la sécurité des données, au paiement mobile ou que sais-je, on doit être en mesure de pouvoir expliquer très factuellement les choses pour que les personnes se disent ok, en fait quand je descends petit à petit la checklist d'une boîte et d'une opportunité sérieuse, d'abord je vois que concrètement, factuellement, financièrement ça s'est calé, que le produit a l'air quali. Ne pas hésiter aussi à donner de références de très gros partenaires que vous pouvez avoir dans vos pays d'ores et déjà ouverts. Nous, à l'époque, on avait signé l'AP-HP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et on avait donc, on donnait factuellement l'AP-HP, qu'est-ce que c'était, plus gros groupement hospitalier d'Europe, 39 établissements hospitaliers et tout. Et mine de rien, ça pèse un peu de pouvoir apporter des références comme celle-là. Donc rassurer sur la structuration de la boîte, rassurer sur le service, et ensuite aussi rassurer sur la structuration des équipes et des outils mis en place. L'avantage quand on recrute à l'international, c'est qu'on a déjà des process qui ont d'ores et déjà été créés en fait dans les entités premières, et que ces mêmes outils vont être développés, scalés pour les autres entités, et ça peut rassurer face à une page blanche, qui peut faire peur à certains, et c'est légitime. De l'autre côté, Bastien, toi, tu as eu l'expérience des Italiens, des Espagnols qui n'ont pas du tout la même approche, et où le marché est d'ailleurs pas le même parce qu'il est peut-être moins dynamique. Comment ça s'est passé ? Oui, alors en effet, les populations latines, pour le coup, sont beaucoup plus ouvertes par expérience. Autant, alors nous, on n'est pas présent en Allemagne, mais on est présent aux Pays-Bas. Je pense que les cultures sont assez similaires. Autant avec l'Espagne ou l'Italie, en l'occurrence, ça va être très, très différent. J'ai des exemples assez marquants pour le coup à vous partager. Tout à l'heure je parlais d'entretien collectif justement qu'on a pu faire en Italie. J'ai le souvenir que dès le départ, quand les candidats arrivent donc par dizaines dans les bureaux, ils se font la bise entre eux. Ils se font la bise entre eux, et ils font la bise également avec les managers. C'est quelque chose que j'avais jamais vu, même pas en France, et même pas dans d'autres pays d'ailleurs. En Espagne on l'a un peu moins en tout cas, mais en Italie on l'a. Alors c'est un exemple, hein, mais concrètement également, la différence culturelle, elle se joue notamment sur, je dirais, le discours que vont aborder les candidats avec nous, avec les managers. Donc c'est véritablement à nous, en tant que recruteurs, je dirais, de nous adapter, comme disait Élise. On n'aborde pas non plus la question de la rémunération, similairement à ce qu'on peut faire en France, par exemple. On ne pitche pas la boîte ou le business model de l'entreprise de la même manière. Donc il y a véritablement un rôle pour s'adapter en tant que recruteur, et il ne faut pas hésiter à passer du temps avec les candidats pour que finalement nous, en tant que recruteurs, on puisse se familiariser dès le départ le plus possible avec les cultures locales. Ouais, d'où l'importance d'avoir ces données-là, d'avoir observé, d'avoir un peu creusé pour savoir comment tu vas structurer tes entretiens, de quelle manière tu vas parler avec eux. Et je rebondis du coup sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'abordais le fait de passer du temps avec les opérationnels sur place, c'est également eux en fait, qui vont être source d'informations pour te renseigner sur voilà comment toi, Bastien, recruteur, tu devrais aborder tel ou tel candidat. Voilà peut-être les questions à ne pas poser. Voilà. Et ce que tu me disais aussi, c'était intéressant, c'est qu'à l'intérieur d'un même pays, tu as aussi différentes cultures, et que c'est vraiment un élément à avoir en tête, parce que tu vas pas t'adresser de la même manière, je sais pas, en Italie, au nord et au sud, ou enfin, je sais pas comment ça se passe. Je vais reprendre l'exemple des entretiens collectifs. Donc, faut imaginer qu'on a une dizaine de personnes dans la cafétéria ou à une table dans une salle de réunion, et finalement, un Napolitain, donc un Italien du Sud, va pas forcément je dirais, s'exprimer, aborder les sujets, se vendre également de la même façon qu'un Milanais ou qu'un Sicilien. Et ça, faut le prendre en considération aussi. Les opérationnels sur place le savent, mais nous, recruteurs, depuis notre France, on n'est pas forcément au fait de tout ça. Mais ça vient avec l'expérience.
Mais donc ça, on a ce cas de figure en Italie, mais on peut l'avoir également dans des pays. Tout à l'heure, je citais la Belgique et la Suisse, qui sont des pays très régionalisés. Aujourd'hui, par exemple, en Belgique, on a des candidats qui, pour les Flamands notamment, sont beaucoup plus difficiles à closer que des francophones. Donc voilà, il faut le prendre aussi en considération. Il ne faut pas être surpris surtout. Sur la situation de marché, notamment, Élise, en Allemagne, c'est le plein emploi. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu chasses plus? Comment tu adaptes un peu ton approche par rapport à un marché qui est différent d'une autre, en tout cas? Oui, alors l'Allemagne, je pense que j'ai défoncé LinkedIn, mais enfin, jamais j'aurais pu le faire en France. On a énormément chassé. En fait, à partir du moment où on n'a pas de marque, qu'on a peu d'inbound sur les canaux de recrutement plus classiques ou même plus de start-up dont on pourra dire un mot tout à l'heure, on est obligé de beaucoup chasser pour arriver à créer du pipe. Là, en fait, on a exactement la même approche que celle des sales. Il faut faire de la prospection, il faut pitcher, et puis, Inch'Allah, faut closer. Et nous, on a eu une approche très structurée dès le départ, qui a consisté à structurer notre donnée. D'abord, on a essayé de rassembler beaucoup de données marché, grâce à LinkedIn notamment. Donc, les startups, les boîtes de la tech, les boîtes de la santé, les éditeurs logiciels, et on s'est structuré en fait toute une banque de données de boîtes comme ça. Donc, on a sectorisé. Ensuite, on a donc dans cette sectorisation, après, boîte par boîte, on a contacté les personnes de chacune de ces boîtes, où on descendait nos listings par secteur, et on essayait d'identifier, selon les échanges qu'on avait avec un sales manager ou avec un account manager, de voir ce que X fonction voulait dire versus X autres dans telle boîte. Donc il y a des account managers qui ne font que de la gestion de compte, il y a des account managers qui vont faire de la vente et de la gestion de compte. Comment est-ce qu'on arrive en fait à mieux comprendre les acteurs du marché qui est en face de nous, en mappant et ensuite discutant avec les gens. Donc ça, ce fichier, ça a vraiment été ça a presque été une roadmap pour nous, quoi, de se dire en fait on doit parcourir toutes ces boîtes pour avoir un aperçu dense et précis du marché allemand. Et puis on l'a rendu partageable ensuite à l'ensemble des recruteurs qui ont travaillé sur l'Allemagne, aux recruteurs locaux bien évidemment. Et puis aussi, moi, un truc que je vous invite à faire, c'est dans vos talent meetings, parfois quand vous parlez avec 20 candidats chassés dans la même semaine, vous pouvez vous rendre compte que vous avez les mêmes objections qui reviennent, les mêmes questions qui reviennent, clarté de la job desk, clarté de l'offre, du type de salaire proposé, et essayez dès les premiers échanges que vous avez avec les gens d'identifier les points d'achoppement que vous pouvez avoir dans les discussions avec vos candidats. Faites-vous éventuellement aider des sales aussi, qui peuvent vous aider en fait à structurer un argumentaire et des réponses aux objections, pour arriver en fait à ce que les échanges soient quali et de plus en plus lean avec les personnes que vous allez sourcer. Mais au début, comme on n'a pas de brand, faut beaucoup chasser, quoi. Comment vous avez fait pour enrichir ce fichier? Toutes les personnes qui recrutaient comme toi sur le marché de l'Allemagne mettaient un peu tout ce qu'ils avaient trouvé. C'est comme ça que vous avez réussi à constituer une vraie base solide là-dessus? Alors, à l'époque, c'est l'International Growth Manager de l'époque qui a fait un très, très gros travail de mapping avec un stagiaire franco-allemand qui, donc, lui, avait une vision un peu sur les deux marchés pour structurer toute cette donnée. Voilà, c'est comme ça, nous, qu'on s'est organisé au début.
Et ça, c'est quelque chose que tu recommanderais et que vous retenteriez aussi sur un autre marché. Enfin, c'est scalable sur plein de marchés différents, quoi. Oui, ça c'est scalable sur plein de marchés. Moi, vraiment, je vous recommande de le faire, ne serait-ce que pour votre propre curiosité personnelle. C'est bien de connaître les boîtes qui existent sur le marché. C'est bien de pouvoir connaître les compétiteurs des personnes avec lesquelles vous parlez. Et ça vous donnera de la crédibilité aussi dans vos échanges et de ne pas faire un peu le recruteur totalement novice qui ne connaît rien du marché sur lequel il bosse. Et essayer de partager vos best practices de market knowledge et puis de comportement, entretien process de recrutement, questions avec les candidats. Je pense que ça, c'est important. Du coup, tout ça, ça t'aide à structurer un peu aussi ton approche directe avec les candidats. Là-dessus, peut-être, Bastien, comment ça s'organise et qu'est-ce qui change dans une approche, par exemple LinkedIn ou autre réseau, par rapport à quelqu'un que tu peux contacter en direct en France? Alors, juste pour reprendre le point d'Élise, en effet, à l'étranger, on va faire beaucoup plus de chasse qu'en France, pour la simple et bonne raison qu'à l'étranger, on n'est pas connu. Donc, c'est très difficile de cumuler des CV. Et étant donné qu'on est beaucoup moins connu à l'international, on ne va pas hésiter à personnaliser en fait davantage le mail qu'on peut envoyer à un candidat. Et voilà, quitte à survendre entre guillemets la marque. Bon, il y a quand même des limites à ne pas dépasser, mais vous êtes aussi appuyé de TripAdvisor pour la chasse. Ouais. Alors ça c'est une chance qu'on a nous, mais c'est vraiment propre à la fourchette, c'est qu'on appartient à TripAdvisor. Donc autant la fourchette ne va pas être connue quand on se lance en Russie ou au Japon. Alors, j'ai des bêtises, hein, mais je prends un exemple. Autant TripAdvisor va être connu sur place. Donc nous, on a cet avantage de pouvoir utiliser la marque globale, donc la marque du groupe, pour dire ok, voilà, vous ne connaissez pas la fourchette, mais vous connaissez au moins TripAdvisor. Si demain vous nous rejoignez, vous rejoindrez la famille. Élise, tu me disais aussi que on en revient à ça, mais sur l'implication des CEO, des managers, tu pouvais aussi de temps en temps faire de l'approche directe via les comptes de ces personnes-là. C'était pour des postes à responsabilité. Est-ce que tu as vu une différence avec, par exemple, une approche d'un recruteur ? Alors oui, nous, je vous conseille, si là, il y en a parmi vous qui commencez à attaquer un nouveau pays, n'hésitez pas à souscrire à une licence recruteur light au début si vous n'avez pas forcément la possibilité de souscrire à une vraie licence LinkedIn. Je ne veux pas être commercial pour la boîte, mais c'est quand même vraiment un outil qui nous a beaucoup aidé. Et ça recoupe un point qu'on évoquait tout à l'heure dans l'implication des opérationnels. Notre force de frappe, quand on parle au nom d'un CEO et qu'on a l'impression en tant que candidat de se faire chasser par un CEO ou un head of sales, en fait, ça n'a pas le même impact que celui qu'on a quand on est chassé par Élise Marchand, quoi. Voilà, faut reconnaître les choses très simplement. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai pas mal fait ça en Allemagne, et notamment pour des recrutements de profil exec qui étaient des N-1, donc de notre MD de l'époque, parce que les candidats en fait ont l'impression que le MD se constitue sa garde rapprochée et qu'on est un peu au rang des élus et des premiers, les early birds de la boîte qui vont l'aider ensuite à croître et à scaler. Je crois que ça a un impact assez fort quand on a un déficit de marque. Il faut s'aider, s'appuyer de la fonction de quelqu'un pour être plus impactant. On en parlait aussi tout à l'heure des cabinets. Forcément, quand tu rentres sur un marché et que tu connais personne et que tu n'as pas forcément de réseau sur place, est-ce que là-dessus, vous avez des recos, pas de cabinet, mais peut-être de comment tu fais pour choisir le cabinet qui te correspond ? Ouais. Alors, j'ai un beau retour d'expérience à partager pour le coup, parce que j'ai commis pas mal d'erreurs. Et en fait, quand on s'est développé à l'étranger, la première chose que j'ai fait, c'est bien sûr d'aller voir des cabinets, parce qu'on n'avait pas forcément la compétence d'aller recruter localement. Et je me suis dit que forcément, les grands cabinets qu'on peut connaître en France, qui avaient également une forte présence à l'étranger, étaient leaders, du coup, avaient plutôt une bonne connaissance des marchés.
Sauf qu'en fait, ces cabinets n'avaient pas, je dirais, déjà une connaissance de notre entreprise, parce qu'on ne travaillait pas forcément avec eux en France, ou quand bien même si on travaillait avec eux en France, on n'allait pas être géré par les mêmes personnes dans ces cabinets à l'étranger. Et parce que c'est des gros cabinets, on est considéré d'une manière très différente par rapport à un petit cabinet, qu'on appelle des boutiques bien souvent. Du coup, voilà, c'est des erreurs que j'ai faites au début. Parfois, ça m'arrive encore de les faire, malheureusement, ça arrive. On fait toujours des tests quand on recrute avec des cabinets. Du coup, mon conseil, ce serait de ne pas forcément se diriger à l'étranger avec des cabinets avec qui on collabore déjà en France, en fait. Je pense qu'il faut surtout utiliser le réseau des opérationnels sur place. Ça peut être des candidats qui sont déjà passés justement en tant que candidats par des cabinets. Ça peut être, j'ai un exemple, en Belgique, en fait, on a des bureaux partagés dans un bâtiment où il y a pas mal de startups. Et parmi ces startups, il y a un cabinet de recrutement. Alors c'est un tout petit cabinet, hein, il doit faire peut-être 10 personnes. Mais on avait essayé de travailler avec eux parce que pendant 6 mois, on bossait avec Hayes notamment. Et ça se passait pas très bien. Alors c'est peut-être le coup du hasard, hein, mais du coup, on a essayé de bosser avec ce petit cabinet en l'occurrence, très local. Et ça a bien marché. Donc vraiment ne pas forcément, je dirais, collaborer avec exactement les mêmes cabinets avec lesquels on peut travailler en France, mais à l'inverse, justement, je dirais, moi je vous encourage à multiplier les échanges, à faire jouer aussi la concurrence, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ne pas se limiter à un seul ou 2 cabinets, n'hésitez pas à aller en voir plusieurs. La particularité aussi, c'est que ne soyez pas surpris, les cabinets ne vont pas forcément avoir à l'étranger les mêmes conditions qu'on peut avoir en France. En France, on peut être habitué à négocier, alors ça dépend des profils, mais à négocier avec des cabinets à 18-19%. Il y a des pays où ça va être jusqu'à 25% notamment. Donc ça dépend encore une fois des pays et du marché et de la dynamique du marché de l'emploi surtout. Bastien, tu parlais de l'importance de travailler son réseau. Élise, est-ce que toi, tu as pris des conseils un peu de boîtes françaises qui s'étaient installées en Allemagne et tu les rencontrais régulièrement? Enfin, quels sont un peu les tips que tu as été chercher avec ces boîtes-là? Alors, en fait, justement, je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est un truc que je vous conseille de faire. Et qui plus est, quand vous allez dans des marchés sur lesquels il y a le plein emploi, comme en Allemagne, ou en tout cas des marchés dans lesquels vous avez un écosystème de start-up qui est assez fort, en fait, ces recruteurs-là, ils ont tous été comme nous, où au début, ils ont galéré, où ils n'avaient pas de marque, pas forcément beaucoup de moyens en com, peu de pipe, donc vraiment la nécessité de sortir de leur zone de confort pour arriver à générer du pipe, créer de l'attraction et du flux au niveau des candidatures. Donc si vous avez l'occasion de participer à des meet-up de recruteurs, de rentrer dans des boucles talent acquisition, même dans des channels Slack ou des choses comme ça locaux, ça je vous recommande vraiment de le faire. Moi je regrette a posteriori de ne pas être allé rencontrer le directeur du recrutement de Foodora, de Deliveroo, où eux en fait pouvaient recruter beaucoup de sales comme on le faisait nous, et de savoir quels étaient leurs tips pour arriver à les catcher. J'ai eu des conseils qui m'ont été donnés en revanche par l'ancien numéro 2 du recrutement IMIA de LinkedIn sur la culture allemande, sur la nécessité de structurer une équipe locale là-bas. Lui m'a donné pas mal de tips à cet égard. Et si je peux vous rassurer, dans les marchés en fait, de l'Est, Pays-Bas, Allemagne et ceux sur lesquels culturellement potentiellement on se ressemble un peu moins, même une boîte comme LinkedIn a trimé alors qu'ils avaient déjà une dizaine d'entités ouvertes à l'époque, et puis LinkedIn c'est LinkedIn quoi. Quand ils ont ouvert leur bureau à Munich, ça a été un vrai challenge pour eux que d'arriver à recruter des personnes en Allemagne. Et une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de recruter des recruteurs allemands. Donc, quand on n'a pas de marque, il faut prendre des conseils et puis patience, surtout, je pense. Donc, c'est effectivement aussi important de parler la langue des personnes que tu vas aller chasser et recruter.
Parce qu'en Allemagne, on pourrait se dire, mais en fait, ils parlent super bien anglais, beaucoup mieux que les Français. Du coup, tu peux complètement faire tes process en anglais, mais il y a ce petit écart et que tu n'auras pas. Ouais. Alors ça, c'est vrai, et là-dessus encore, nous, on a de la chance que les latins, en général, ont un niveau d'anglais qui est moins élevé que ceux des Allemands, des Autrichiens ou des néerlandais. Mais en fait, cette capacité à nuancer, cette capacité à convaincre de façon plus forte encore, sauf à être vraiment très fort en anglais ou bilingue, en fait, on a la capacité à pitcher, mais en fait, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose d'un peu affectif qu'on a avec notre langue. Et cette possibilité de pouvoir parler la langue maternelle des personnes avec lesquelles on parle, c'est quand même clairement un plus. Moi, j'ai vu la différence entre le relationnel que ma teammate allemande avait avec les Allemands versus moi. Pourtant, j'ai l'impression d'être quelqu'un de plutôt empathique, mais j'arrivais pas à créer exactement le même lien. Et je crois que ça passait aussi par la langue. Il ne faut pas avoir peur de justement délayer un peu pour... de toute façon, il y a un truc que nous, on n'aura pas. Oui, c'est ça, c'est clair. Et puis pas hésiter aussi quand parfois on sent qu'il y a le jour où vous aurez un recruteur en local pour vous appuyer. Moi, quand il y avait certains candidats que je ne sentais pas forcément super chauds pour discuter avec moi, qui remettaient les échanges toujours à plus tard et tout, en fait, je demandais à ma teammate de réattaquer derrière. Travail d'équipe. Justement, sur la communication, je continue avec toi. Vous avez décidé pas mal de pousser vos offres sur des réseaux start-up par rapport au mapping aussi que vous avez fait. Pourquoi ce choix-là? Et est-ce que ça a été... est-ce que ça vous a aidé à recruter? Alors, pourquoi ce choix-là? Parce qu'en fait, à travers l'identification des réseaux start-up, nous, on voulait toucher un public d'entrepreneurs. Donc, d'entrepreneurs dans le mindset, on n'a pas forcément besoin d'avoir créé une boîte pour être entrepreneur. C'est la capacité à prendre des risques, s'enthousiasmer, choisir la nouveauté. Enfin, vous avez plein de choses qui peuvent qualifier le comportement d'un entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a décidé de spotter des réseaux comme Gründerzene et Kununu en Allemagne, qui sont aujourd'hui deux canaux identifiés comme étant pas seulement des job boards, mais c'est un peu les Welcome to the Jungle de là-bas, en moins bien évidemment. Mais ça nous a aidé en tout cas à partager du contenu non seulement sur nos offres, mais aussi sur la culture de la boîte, sur nos valeurs, et ce auprès d'une audience dont on savait qu'ils seraient jeunes et qu'ils auraient le mindset de start-upers et d'entrepreneurs qu'on désirait nous. Ce qu'on aurait dû faire davantage, c'est bosser avec l'équipe Pillard pour consolider justement des éléments de communication qui nous aideraient en fait à bâtir notre brand et d'avoir des supports en fait à partager. On a quand même tous besoin, et c'est le sens même de la marque employeur, c'est de pouvoir dire du bien de sa boîte et de pouvoir donner la possibilité à des candidats qui ne connaissent pas une boîte parce qu'elle n'existe pas sur un marché, du moins de pouvoir se projeter dans l'univers qui la caractérise, dans la nouvelle entité qui vient d'être créée. Donc, sur l'identification de canaux pertinents, sur l'identification de supports pertinents à diffuser, moi je crois que ça a du sens, et nous on aurait dû le faire davantage à l'époque, de bosser plus étroitement avec les équipes PR et d'essayer de créer aussi ces supports suffisamment tôt dans les process de recrutement pour que vous soyez à même de le partager avec vos candidats. Aussi, de pouvoir, quand vous avez par exemple des bonnes nouvelles à partager, des levées, quand vous avez eu un bel article dans un canal type Forbes ou un truc comme ça, si vous avez eu la chance d'avoir votre boîte touchée par un article comme ça, eh bien, ça donne un élément de réassurance, de communication. C'est pas vous en plus qui traitez cette donnée, c'est une boîte qui dit du bien de vous, exactement, ça rassure. Et si vous conjuguer ça avec une marque employeur qui commence à être un peu taffée, je pense que la base est bonne. Bastien, vous, comment vous avez fait à l'étranger, en Espagne, en Italie, pour communiquer sur vos offres? Alors, déjà, en fait, on a adapté nos offres par rapport aux marchés locaux, aussi bien en termes de contenu, parce qu'on voulait vraiment cibler les meilleures expertises locales,
mais on a également adapté le contenu par rapport à la langue. Quand tu dis contenu, c'est-à-dire par exemple un intitulé de poste, tu vas l'appeler autrement parce que c'est... Ouais, exactement. Parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, on va peut-être utiliser le terme business développeur, mais un business développeur en Italie ou en Suède ou ailleurs n'aura pas forcément les mêmes missions qu'un business développeur en France. Donc c'est important vraiment d'adapter l'ensemble du contenu. Tu parlais du titre du poste, mais pas que. Ça peut être également les missions, la présentation de l'entreprise. Voilà, faut pas avoir peur vraiment de cibler par rapport aux spécificités du marché local. Et l'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est le fait que nous, on adapte par rapport à la langue locale, en fait. C'est clair que tu disais, en Allemagne, ils parlent très bien anglais, en Autriche, aux Pays-Bas. Donc, on peut partager les offres en anglais, mais on tend à le faire de moins en moins. On va plutôt, par exemple, pour les Pays-Bas, partager une offre en néerlandais. L'Italie, pareil. En fait, il y a deux objectifs dans tout ça. Le premier, c'est d'essayer de créer davantage de liens avec les candidats. Et le deuxième objectif, c'est de supprimer la barrière linguistique, tout simplement. Et qui s'occupe du coup de faire la trad de ces trucs-là? Est-ce que tu as des traducteurs spécifiques? Est-ce que tu as des gens sur place qui vont... Parce que du coup, tu ne maîtrises pas complètement encore une fois. En fait, l'idée là, c'est de voir finalement dans l'entreprise qui est déjà en lien avec, par exemple, des agences ou des freelances qui travaillent déjà sur ce type de contenu. Nous, chez La Fourchette, on va avoir, par exemple, dans les équipes PR, les équipes marketing, des freelances ou des agences qui vont également, elles, travailler, d'un point de vue market notamment, sur du contenu à adapter avec la langue locale. Donc, on peut se mettre en relation avec elles. Du coup, vous avez eu un peu d'expérience quand même sur cette histoire de recrutement à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des process qui sont un peu staffés pour chaque pays, ou est-ce que vous laissez toujours une marge de manœuvre par rapport à un candidat en particulier, un poste en particulier? Alors, nous, dans la mesure du possible, on va avoir des process globaux, en effet. Enfin, en tout cas, on va essayer de faire en sorte que chaque pays les respecte. Maintenant, il y a toujours des pays où il y a des spécificités qui font que si on fait telle chose ou telle chose en France, dans ce pays ou dans un autre, ça ne va pas marcher. D'autant plus que, je prends l'exemple des États-Unis. Aujourd'hui, il y a des États dans les États-Unis où c'est interdit de demander le package actuel du candidat. Du coup, forcément, en fait, on est obligé d'adapter nos process par rapport au pays. Donc moi, en fait, ma recommandation, ce serait d'avoir une trame que chaque pays, sur laquelle chaque pays doit s'aligner, et après d'avoir quelques ajustements en fonction du marché. Mais vraiment, le but, encore une fois, c'est, je dirais, d'avoir des process globaux, et après, comme je disais, les adapter si besoin est. C'est la même chose pour vous, Elise. Maintenant, vos process, ils sont un peu, ils sont bien structurés en Allemagne. Vous savez combien d'entretiens pour tel type de poste, etc. Oui, ça s'est calé. Alors, petite parenthèse par rapport à la publication des contenus. En fait, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir des agences en relais pour arriver à faire des traductions. Vous avez un outil là-dessus qui est quand même très bien. C'est DeepL, D2EPL. Et vous pouvez arriver à traduire vos job desk sur ces outils, et ensuite vous les faites relire par un opérationnel qui va être capable de vous donner les nuances qui manquent, mais quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens, parfois Internet est d'un grand secours. Sur la réponse à ta question, aujourd'hui, on a des équipes donc talent qui sont localisées avec des process qui sont définis pour chaque poste donc dans les deux entités. Il y a des grilles globales dans l'assessment, et puis il y a aussi des spécificités par marché et par poste que là on adapte en fait au pays. On vise au maximum de globalisation en fait pour que ce soit plus simple. Bêtement, ne serait-ce que dans l'utilisation de votre ATS, je ne sais pas si vous avez la possibilité d'avoir des feedbacks qui sont d'ores et déjà en fait compilés dans votre ATS et que vous ressortez pour évaluer un candidat, mais plutôt que d'avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de feedbacks dans votre ATS, vous avez un feedback global, et ça permet aussi d'aligner un peu les standards de recrutement en fonction des équipes. Moi, je trouve ça pas mal. Après, il faut avoir de l'intelligence situationnelle et du bon sens, et de mettre du local là où c'est nécessaire pour que l'évaluation soit la plus fine possible. Sur la partie légale, qui est quand même un gros morceau, comment vous organisez, Bastien, sur les contrats de travail, les visas? Comment ça se passe? Nous, on va avoir uniquement des contrats locaux, déjà.
On n'a aucun contrat d'expat. Je crois d'ailleurs que ça se fait de moins en moins sur les différents marchés, dans différentes entreprises. Mais on va avoir, tout à l'heure j'expliquais qu'on avait une présence recrutement dans plusieurs pays, mais on va également avoir une présence RH dans plusieurs pays. Puisque les recruteurs qui sont chez La Fourchette n'ont pas forcément l'expertise administration du personnel que peuvent avoir d'autres recruteurs dans notre boîte. Donc on est déjà en fait épaulé par des équipes RH dans certains pays. Et puis après, on a des équipes en fait autour de La Fourchette. Il y a le groupe TripAdvisor. Chez TripAdvisor, on va avoir des équipes légales en l'occurrence. On va avoir des équipes taxes, on va avoir des équipes compensation, des équipes benefits. Et nous en fait aujourd'hui, on a la chance du coup de tirer profit des expertises de chacune de ces équipes. Et c'est elles qui vont nous accompagner, par exemple, sur une mobilité d'un pays à l'autre, le recrutement dans un premier pays, parce qu'on n'a pas forcément de notion du salaire local, en fait, du marché. Et dans ce cas de figure, c'est l'équipe compensation. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces équipes-là qui ont cette expertise, mais il y a eu une période où on n'avait pas cette expertise. Du coup, là, l'idée, c'est de compiler le maximum d'informations par rapport au retour des candidats, par rapport aux entretiens qu'on pouvait faire à droite à gauche. Et le tout, c'était de compiler le maximum d'informations, de les cumuler et de les ajouter dans des dashboards qu'on pouvait partager à toute l'équipe recrutement. Élise, vous là-dessus, vous bricolez avec l'équipe RH en France, en Allemagne? Nous, là-dessus, on a été beaucoup plus à l'arrache. On n'avait pas d'équipe HR Ops à l'époque où on a commencé à recruter en Allemagne. Donc, en fait, on a fait avec les moyens du bord en travaillant avec la directrice juridique de Doctolib qui parle allemand. Donc, on a essayé de la faire en fait sortir de son scope à elle pour nous conseiller sur le volet droit du travail. Et puis, on a nous-mêmes appris, quoi. Mais on n'avait pas de relais locaux à l'époque, en tout cas. Il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, mais qui est important chez vous, Bastien. Tu m'en parlais notamment pour l'Italie, c'est la cooptation. Toi, tu as mis un vrai process en place là-dessus. Comment ça marche? Comment t'impliques tes équipes aussi, encore une fois? Aujourd'hui, pour nous, la cooptation, c'est un enjeu majeur parce qu'on veut recruter vite, on veut recruter bien et on veut surtout en fait, stimuler les équipes pour qu'elles nous apportent des cooptations. Du coup, en fait, on s'est dit qu'on allait fixer des bonus, enfin des bonus de cooptation au même niveau dans chacun des pays. Et même pour nous, d'un point de vue RH, ça allait vraiment nous faciliter la vie, en fait. Donc ça, c'est une des choses majeures qu'on a mis en place, vraiment, finalement, la mise aux normes d'un process de cooptation similaire pour l'ensemble des pays. Et il y a des périodes dans l'année où on a des très gros volumes de recrutement et on a encore plus besoin, en fait, d'encourager les cooptations. Et on n'hésite pas, du coup, je dirais sur une période de 3 à 4 semaines, voire plus, ça dépend des périodes, à doubler la prime de cooptation. Quand bien même, la prime de cooptation va aussi varier forcément en fonction du profil. Est-ce qu'on est sur une population tech? Est-ce qu'on est sur une population de managers ou plutôt d'opérationnels? C'est des choses qu'on a vraiment dupliquées de la France aux autres pays. Okay. Merci beaucoup.